pour vous parler des pneumopathies sur un terrain de déficit immunitaire. Donc, il faut savoir que le poumon figure au premier rang des organes concernés par l'atteinte infectieuse de l'enfant immunodéprimé. Et pour ces enfants immunodéprimés, il y a, comme vous le savez très bien, il y a les déficits immunitaires congénitaux, donc, qui sont des pathologies rares, mais qui sont de plus en plus décrits. Actuellement, plus que 300 déficits immunitaires sont décrits et qui résultent d'anomalies du développement, de maturation ou de fonctionnement des cellules du système immunitaire. Donc, chez l'enfant, les déficits immunitaires congénitaux sont la situation la plus fréquente, mais aussi, il faut ne pas oublier les déficits immunitaires acquis, notamment les enfants sous traitement immunosuppresseur, les enfants greffés et les enfants ayant une infection par le VIH. Donc, deux situations se présentent pour le clinicien. Soit l'atteinte pulmonaire, elle révèle le déficit immunitaire, donc un enfant qui n'est pas connu porteur d'un déficit immunitaire, soit l'infection respiratoire basse survient au cours d'une immunodépression qui est connue. Donc, l'urgence thérapeutique réside alors dans l'identification du ou des agents pathogènes et dans la prise en charge de cette atteinte respiratoire qui peut être sévère et qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc, si on parle un peu de ces déficits immunitaires dans notre pays, donc ces déficits immunitaires sont des pathologies rares, mais ils ne sont pas aussi rares dans notre pays où on a un fort taux de consanguinité. Donc, ce sont des maladies qui sont génétiques. Donc, dans cette série qui a été publiée par l'équipe de centre de greffe, sur une période de 25 ans, 1988-2012, 710 cas ont été colligés. Donc, 710 cas sur une période de 25 ans. Et comme vous voyez sur cette diapo, que le nombre de cas colligés augmente chaque année. Donc, probablement, c'est en rapport avec l'amélioration des moyens de diagnostic. Et si on regarde la répartition sur la carte géographique de la Tunisie, il y a certains gouvernorats qui sont les plus touchés. C'est essentiellement Medni, Gasri, le Grand Tunis, Mahdia et Sfax. Et dans ces gouvernorats, probablement, c'est le fort taux de consanguinité qui explique que ces pathologies sont plus fréquentes dans ces régions. Donc, si on voit un peu la classification de ces déficits immunitaires, il y a différentes classifications. Bon, j'ai choisi cette classification qui m'a paru simple. Donc, il y a les déficits immunitaires de l'immunité innée qui regroupent les déficits du complément, de la phagocytose, à savoir les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Donc, ça regroupe les granulomatoses septiques chroniques et les neutropénies congénitales sévères. Et il y a les déficits immunitaires adaptatifs. Donc, il y a les déficits immoraux, donc notamment la gamma-globulinémie, le syndrome du péri-IgM. Et il y a les déficits immunitaires combinés, notamment les déficits immunitaires combinés sévères. Donc, si on regarde l'article qui a été publié par Dr Mallouli, on va trouver qu'en Tunisie, les déficits immunitaires les plus fréquents sont les déficits immunitaires combinés sévères et le plus fréquent, c'est le déficit en HLA classe 2. Après, c'est les déficits qui touchent les anomalies de la phagocytose, notamment la granulomatose septique chronique. Et après, c'est les syndromes avec déficit immunitaire bien définis. Et en dernier lieu, c'est les déficits de l'immunité immorale. Donc, les déficits de l'immunité combinée sévère, ce sont les déficits immunitaires qui sont les plus fréquents dans notre pays. Donc, quand on va évoquer un déficit immunitaire devant une atteinte respiratoire, donc un enfant qui présente un problème pulmonaire, quand on doit dire est-ce que ça peut être un déficit immunitaire? Donc, il peut s'agir d'une infection respiratoire à pyogène sévère, un enfant qui fait une infection, un empyème ou une infection à germe opportuniste. Donc,
Il peut s'agir donc d'une infection sévère, d'une infection à germe opportuniste telle qu'une aspergillose. La répétition, donc le fait de faire plus que 2 pneumonies par an ou plus que 3, quel que soit le délai, ça nous incite à rechercher un déficit immunitaire et on va voir que le caractère répété, des infections répétées qui ont l'allure banale, ça évoque surtout un déficit de l'immunité immorale. Aussi, un déficit immunitaire, bien sûr, doit être recherché devant un tableau de dilatation des branches et dans certaines situations où l'infection est d'allure habituelle, mais qu'on a des antécédents familiaux de déficit immunitaire, de signes associés qui évoquent un déficit immunitaire, notamment une candidose oropharyngée requérante, un eczéma sévère, une diarrhée chronique, des otites à répétition. Et donc, ces enfants justifient de faire une exploration immunitaire. Donc, quel type de déficit immunitaire devant chaque type d'infection Donc, généralement, les infections bactériennes, elles peuvent se voir au cours de tous les types de déficits immunitaires, mais c'est souvent les déficits immoraux. Donc, une infection bactérienne, une infection requérante à germes pyogènes, ça se voit surtout au cours des déficits immoraux. Les infections opportunistes, notamment une pneumocystose, les infections virales, fongiques ou amycobactéries, c'est surtout l'immunité cellulaire, donc c'est surtout les déficits immunitaires combinés sévères. Alors qu'une infection fongique, une infection aspergillaire, une aspergillose pulmonaire invasive, ça doit rechercher une pathologie du polynucléaire. Des infections amycobactéries isolées, ça peut révéler un déficit immunitaire rare qui est un déficit de l'axe interférent interleukine 12. Donc, quel bilan faire quel bilan de première intention faire chez un enfant qu'on suspecte un déficit immunitaire? Bien sûr, on va commencer par des examens qui sont simples. Donc, la numération en formule sanguine, elle est très contributive. Donc, ça peut montrer une lymphopénie, une neutropénie, dans le cadre de neutropénie congénitale, le dosage pondéral des immunoglobulines qui doit être interprété en fonction de l'âge, bien sûr la sérologie VIH et le complément sérique, surtout dans un contexte d'infection bactérienne sévère à germe encapsulé. Donc, il faut demander le dosage du complément sérique. Pour les examens microbiologiques, donc, comment on va identifier ces infections chez un enfant qui a un déficit immunitaire? Donc, pour les bactéries pyogènes, c'est bien sûr l'hémoculture et l'examen cytobactériologique des crachats. Pour tout ce qui est infection opportuniste, infection virale, infection fongique, donc généralement, c'est les méthodes nouvelles avec la PCR. Donc, on va faire pour les virus l'immunofluorescence et la PCR. Pour le pneumocystose, on va faire une PCR sur expectoration ou aspiration nasopharyngée. Généralement, ils sont contributifs et parfois, on est obligé de faire un LBA qui est l'examen de choix pour ces agents pathogènes. Mais dans la plupart des situations, la PCR sur aspiration nasopharyngée, elle est contributive, mais parfois, l'interprétation TEHA, elle doit tenir compte de la clinique parce qu'on peut avoir des faux positifs. Pour tout ce qui est diagnostic d'aspergillose, donc généralement, on va demander l'antigénémie sur le prélèvement sanguin et sinon, c'est le LBA avec la recherche de l'aspergillus par PCR. Donc, je vais commencer par un premier cas clinique. Donc, c'est l'observation de Adam qui présente des bronchopnéopathies récidivantes. Donc, elle a été hospitalisée à l'âge de 5 mois. Donc, c'est un enfant qui est issu d'une 3e grossesse. Il est né à terme. Il a présenté un muguet buccal depuis l'âge de 1 mois. Et depuis l'âge de 40 jours, il présente des pneumopathies à répétition qui sont prises en charge en ambulatoire. Il y a la notion de diarrhée intermittente. Cet enfant aussi, il a été opéré à l'âge de 4 mois pour une BCG axillaire gauche. Et pour ses antécédents familiaux, on note une consanguinité parentale lointaine avec une fratrie qui est en bon état de santé apparente. Donc, c'est un enfant qui est issu d'une 3e grossesse, qui est eutrophique à la naissance. Il n'y a pas d'antécédents familiaux particuliers de déficit immunitaire, mais qui
depuis l'âge de 1 mois, il fait des pneumopathies, il fait un muguet buccal, il y a une diarrhée intermittente, une bcgite. Et donc, il a été hospitalisé à l'âge de 5 mois. Il était eutrophique. Il avait, sur le plan pulmonaire, il avait une polypnée avec une fréquence respiratoire à 50 par minute, une saturation correcte. Donc, il avait une polypnée, un tirage modéré, des râles crépitants au deux champs pulmonaires. Et comme vous voyez, donc, la cicatrice de la vaccination qui est ulcérée et la bcgite qui a été opérée à l'âge de 4 mois. Par ailleurs, le reste de son examen, il est sans particularité. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Quel diagnostic évoquer devant ce tableau? Qu'est-ce que vous allez faire chez cet enfant? Qu'est-ce que vous proposez pour la prise en charge thérapeutique? On va compléter par un traitement, par un bilan d'extension de sa BCG, normalement. Qu'est-ce qu'on va faire comme bilan? Donc, le bilan de première intention. Radio, La radiographie du thorax, la numération. Échographie. Échographie de quoi? EPP. Une électrophorèse des protéines. L'EPP, oui. Dosage pondéral des immunoglobulines. Dosage pondéral. Numération des lymphocytes. Numération. Donc, c'est probablement quel type de déficit immunitaire chez cet enfant? Humoral. Combiné sévère. Combiné sévère. Pourquoi c'est combiné sévère? Parce qu'on a donc l'atteinte de l'appareil respiratoire, digestif, la bcgite. Oui. Donc, ça correspond plutôt à ce tableau. Et l'âge? Et l'âge jeune, oui. L'âge de début précoce avant l'âge de 6 mois. Donc, généralement, les déficits immoraux, c'est après la disparition des immunoglobulines maternelles, après l'âge de 6 mois. D'accord? Donc, vous évoquez un déficit immunitaire combiné sévère. Est-ce qu'il y a un autre diagnostic qu'il faut évoquer? Infection VIH. Le VIH, ça peut donner un tableau similaire, là. Ouais. Donc, de façon systématique, ne pas oublier la sérologie VIH. Donc, on a fait les examens que vous avez demandés. Et bien sûr, donc, comme vous voyez sur la numération, il y a une lymphopénie profonde avec une lymphopénie à 220. Sinon, l'hémoglobine, il est à 7,9. Le taux de plaquettes, il est normal. Il a un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP à 99. Il a une hypogamma à 0,5 g par litre. Et lorsqu'on regarde le dosage pondéral des immunoglobulines, toutes les classes sont effondrées avec les IgG, les IgA et les IgM. Donc, c'est un tableau qui évoque un déficit immunitaire combiné sévère. Et donc, on a fait la radio. La radio, elle a montré des images alvéolaires bilatérales. Et donc, sur le scanner, il y a donc des images de verre dépoli, il y a des condensations parenchymateuses. Et donc, l'évolution était marquée par l'aggravation progressive de son état respiratoire avec hypoxie et ventilation mécanique. Donc, voici l'évolution radiologique, une atteinte alvéolo-interstitielle bilatérale. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre comme antibiotique? Quel type de germe vous allez évoquer? On peut compléter par probablement c'est un déficit immunitaire combiné sévère. Donc, les déficits immunitaires combinés sévères, ils se compliquent de quoi? Infection une réactivation à CMV. Il y a les infections virales, oui. Les infections virales, notamment à CMV. Et les staph? Pneumocystis également. La pneumocystis, très bien. La pneumocystose, oui. Elle peut cadrer avec une atteinte de sa BCG. Ça peut être, non? Une BCG disséminée, oui. Une BCG disséminée, oui. Donc, comment vous allez procéder? Quel type de prélèvement vous allez demander? Un PCR avec LBA. LBA. Bon, il était intubé, on n'avait pas la possibilité de lui faire un LBA. PTP. C'est encore plus. Donc, on peut compléter par une PCR CMV. Oui. Donc, on a fait prélèvement distal protégé. L'examen cytobactériologique des crachats en prélèvement trachéal distal. Oui.
Donc, on a fait bien sûr les prélèvements à visée microbiologique. On a fait l'hémoculture qui était positif à Acénitobactère. Le CBC était négatif. Pour tout ce qui est virus, l'immunofluorescence et la PCR étaient négatifs. Et la PCR pneumocystis carini était positif. Il faut rechercher aussi l'aspergillose. Ces enfants, ils peuvent faire des infections fongiques. Donc, on a demandé l'antigénémie, mais il y avait un manque de réactifs. Et la prise en charge thérapeutique. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour la prise en charge? Donc, probablement, c'est une pneumocystose avec une bactériémie à Acénitobactère. Bactrim, oui, Bactrim, c'est le. Et corticothérapie. Et les discuter. Chez l'adulte, elle est systématique. D'accord. Chez l'enfant, elle est discutée. Ce n'est pas systématique. Donc, le Bactrim, à quelle posologie? 30 mg kilo, non? Donc, pour la prise en charge thérapeutique, donc l'antibiothérapie à large spectre, et bien sûr pour la pneumocystose, c'est le Bactrim à 100 mg par kilo et par jour en 3 prises. Et il a été même mis sous Vifand à visée donc une aspergillose sans preuve documentée. Et un autre volet de la prise en charge thérapeutique, c'est bien sûr les perfusions de vénoglobulines. Donc, initialement, on a donné des doses importantes, 2 grammes par kilo en 2 jours, puis de façon régulière, pour ces enfants qui ont un déficit immunitaire combiné ou combiné sévère, on va donner 500 mg par kilo toutes les 3 semaines. Donc, l'objectif… Dans quelle période vous allez donner ça? Jusqu'à la greffe. Jusqu'à la greffe. Elle est possible. Sinon, le traitement en l'absence de greffe qu'on va voir, c'est les perfusions de vénoglobuline. Du vénoglobuline toutes les 3 semaines. Avec la prophylaxie. Oui. D'accord. OK. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un taux d'IgG qui est supérieur à 7-8 grammes par litre. Donc, si on résume, c'est un enfant qui avait une BCG loco-régionale. Il y a déjà la BCG loco-régionale, seule, ça indique un bilan immunitaire, même un BCG loco-régional. Donc, cet enfant, il a fait une BCG loco-régionale, une pneumopathie sévère, hypoxémiante, bilatérale, avec une lymphopénie, une hypogamma, une pneumocystose pulmonaire. Donc, on a fait bien sûr la sérologie VIH était négative et le bilan immunitaire qui a été fait au laboratoire d'immunologie à l'Institut Pasteur était en faveur d'un déficit immunitaire combiné sévère T-, B-, NK+. Donc, c'est un déficit immunitaire qui était combiné sévère T-, B-. Et donc, l'origine respiratoire chez ces enfants, comme vous l'avez dit, ça peut être viral. Donc, ça peut être les virus conventionnels, le VIH, mais aussi le cytomégalovirus. Et dans ce cas, un traitement antiviral par ribavirin est indiqué. Il peut être lié à des germes opportunistes tels que le pneumocystis, mais aussi une infection fongique, notamment une aspergillose. Et il peut se voir sur ce terrain de déficit immunitaire combiné sévère. Donc, si on parle un peu de cette pneumocystose, donc le diagnostic classique repose sur la mise en évidence microscopique des différentes formes de pneumocystis et sur l'immunofluorescence. Donc, les techniques moléculaires, la PCR, il faut l'interpréter en fonction de la clinique parce qu'il y a le risque de faux positifs par la colonisation et le mode de prélèvement. Donc, ça peut être les aspirations nasopharyngées ou le lavage broncho-alvéolaire. Le traitement, bien sûr, c'est le Bactrim à la dose de 100 mg par kilo par jour pendant 3 semaines. 3 semaines. Puis, on va faire un relais à dose prophylactique, à savoir 25 mg par kilo par jour. Et l'intérêt de la corticothérapie dans un contexte de déficit immunitaire sévère n'est pas établi, mais il peut être proposé, donc il peut être discuté. Donc, ces déficits immunitaires, ils sont liés à un défaut de développement complet des lymphocytes, à différentes formes génétiques. Le début des manifestations est très précoce, donc un début très précoce vers le 3e mois par des infections opportunistes, notamment une pneumocystose, une candidose, des infections virales
ou une diarrhée importante avec un retard de croissance staturo-pondérale. Donc, ces déficits sont constamment létaux en l'absence de greffe. Donc, en l'absence de greffe, le traitement, ça correspond à ça. Donc, il y a la prophylaxie par le Bactrim à la dose de 25 mg par kilo et par jour pour prévenir l'infection par le pneumocystis, mais aussi, il faut donner les antifongiques, notamment le sporanox, pour prévenir les aspergilloses. Et on va donner des perfusions de vénoglobuline de façon régulière. Donc, la posologie, c'est à peu près 400 à 500 mg par kilo toutes les 3 semaines. Et l'objectif, c'est d'avoir un taux d'IgG supérieur à 8 et donc ne pas oublier de contre-indiquer les vaccins vivants atténués. Et autre chose, il faut expliquer aux parents que ce sont des pathologies qui sont génétiques, qui sont généralement autosomiques récessives. Et pour les prochaines grossesses, ce qu'il faut leur dire, que donner un certificat pour contre-indiquer la vaccination par le BCG. Donc, il faut faire le BCG qu'après la réalisation d'un bilan immunitaire. Donc, à la naissance, il ne faut pas faire la BCG. Ici, le bilan immunitaire, il est normal. L'enfant, il peut être vacciné. Donc, une autre observation, est-ce que c'est clair pour les déficits immunitaires combinés sévères? Oui. Oui. Oui, ça va. Oui. Donc, une autre observation, c'est un nourrisson qui est âgé de 14 mois. Donc, 14 mois, il a été hospitalisé pour une lésion purulente du cuir chevelu. Donc, cet enfant, il est né à terme, il est eutrophique à la naissance, il a un bon développement psychomoteur et pour ses antécédents familiaux, ils sont quand même un peu chargés. Les parents sont cousins germains et il a un frère qui est décédé à l'âge de 20 mois suite à des infections à répétition. Donc, il y a un contexte qui évoque les déficits immunitaires dans ses antécédents familiaux. Donc, l'examen clinique trouve un enfant qui est fébrile à 38,5, qui a un poids à moins de DS, qui a une lésion nodulaire croûteuse au niveau du cuir chevelu de 2 cm avec un érythème fessier et le reste de l'examen est sans particularité. Donc, cette lésion, elle vous évoque quoi? Donc, cette lésion, elle évoque un ectyma gangrénosum. Donc, c'est une lésion nodulaire croûteuse de 2 cm de diamètre bien limité. Et après l'avis des dermatologues, donc, ils nous ont dit que cette lésion évoque fortement un ectyma gangrénosum. Donc, la prise en charge a comporté un traitement antibiotique par Fortum Amiclin avec les soins locaux. Et donc, devant cette infection sévère, on a complété sévère et surtout dans les antécédents familiaux. La consanguinité, un autre frère qui est décédé par des infections répétées. On a fait le bilan immunitaire. Donc, on a fait le bilan de première intention, la numération. Donc, la numération, il n'y a pas de lymphopénie. Le prélèvement cutané, c'était un thiocyanique avec un KP. Et le dosage pondéral, tous les classes sont effondrées. Donc, qu'est-ce que ça évoque? Quel type de déficit immunitaire? Humoral. Humoral. Lequel? Oui. La gamma-globulinémie. La gamma-globulinémie. Très bien. Très bien. Donc, on a complété par tout le bilan à l'Institut Pasteur. Donc, il a montré des lymphocytes B, un taux qui est effondré, inférieur à 0,5%, avec donc le reste du bilan qui était normal. Donc, il y a la lymphopénie B profonde avec l'effondrement des immunoglobulines. Donc, une A-gamma-globulinémie, donc, qui est une maladie génétique qui peut être récessive liée à l'X ou autosomique récessive. Donc, la prise en charge thérapeutique pour cet enfant a comporté les perfusions de vénoglobuline de façon régulière avec une antibioprophylaxie par le Bactrim 25 mg par kilo et par jour. Et cet enfant, par la suite, il a présenté des problèmes pulmonaires à répétition. Donc, malgré cette prophylaxie par les vénoglobulines, des pneumopathies à répétition qui ont évolué vers une dilatation des branches. Donc, il a des DB kystiques et surinfectés.
Donc, si on résume, c'est un enfant qui est âgé de plus de 6 mois, qui a présenté des infections, une infection bactérienne sévère, c'était pour lui une infection cutanée. Et après, il a présenté des infections pulmonaires à répétition qui se sont dans la série tunisienne, ce n'est pas les déficits immunitaires qui sont les plus fréquents. Ils sont en rapport avec un défaut complet ou partiel de la production d'anticorps. Il existe différents types dont l'évolution est variable, qui sont parfois associés à un tableau syndromique et la caractéristique que le tableau débute après l'âge de 6 mois, donc en raison de la persistance des immunoglobulines maternelles. Donc un début après l'âge de 6 mois, des infections qui sont le plus souvent banales, mais qui peuvent se compliquer d'abcès, et c'est surtout le caractère répété. Donc, le caractère répété qui peut conduire à des DDB multiples qui évoquent un déficit de l'immunité immorale. Et donc, ces infections respiratoires peuvent s'associer à des otites aiguës récidivantes, à des infections sinusiernes chez les enfants plus grands. Et les germes rencontrés sont souvent le streptocoque pneumoniae et l'hémophilus influenzae. Donc, les déficits de l'immunité immorale, c'est le caractère répété d'infections bactériennes, surtout le pneumocoque et l'hémophilus. Et ces infections répétées, bien sûr, peuvent se compliquer de DDB. Donc, devant tout tableau de DDB, il faut demander un bilan pour explorer l'immunité, donc minimum une numération, un dosage pondéral et aussi un dosage des sous-classes d'immunoglobulines. Donc, pourquoi? Parce que donc, si on voit la classification de ces déficits de l'immunité immorale, le plus fréquent, c'est le déficit en IgA, mais il est souvent asymptomatique. Donc, il est très fréquent dans la population. Il peut s'associer à des manifestations auto-immunes telles que la maladie cœliaque. Et si un déficit en IgA il est symptomatique, il faut faire un dosage des sous-classes. Donc, un dosage des sous-classes d'IgG. Et il est fréquemment associé à un déficit en IgA. Et dans ce cas, on peut avoir des pneumopathies à répétition. Mais aussi, on peut avoir des manifestations auto-immunes. Un autre type de déficit immunitaire, c'est les déficits immunitaires communs variables, mais généralement, il est de révélation tardive. Et c'est le déficit immunitaire qui est le plus fréquent chez l'adulte. Un pneumo adulte, donc, le déficit immunitaire commun variable, généralement, il faut l'évoquer après l'âge de 4 ans. Donc, la révélation, il est tardif. Il peut donner des manifestations auto-immunes. En pédiatrie, on voit des enfants qui peuvent commencer par des cytopénies auto-immunes, des thrombopénies, des anémies hémolytiques, et après, ils peuvent développer des infections à répétition. Et donc, c'est un déficit immunitaire combiné sévère, déficit immunitaire commun variable. Sinon, comme notre patient, une A-gamma-globulinémie, et ça peut donner des infections respiratoires, des infections ORL, mais aussi ça peut donner des infections graves, même des encéphalites entérovirus. Un autre type de déficit immunitaire immoral, c'est le syndrome d'hyper-IgM. Donc, dans ce cas, on a un taux conservé, voire élevé d'IgM en présence d'un défaut complet en IgG et en IgA. Et pour ces syndromes d'hyper-IgM, il y a celui qui est lié à l'X, donc le syndrome d'hyper-IgM qui touche les garçons, par déficit en CD40 ligand, qui est le plus fréquent. Mais il faut savoir que, outre les manifestations liées à l'hypogamma, il existe un déficit cellulaire associé qui est responsable d'un risque d'infection opportuniste. Donc, ce n'est pas vraiment un déficit immoral associé. Donc, c'est presque le syndrome d'hyper-IgM lié à l'X, c'est presque un déficit combiné. Et il y a les syndromes d'hyper-IgM qui sont autosomiques récessifs, et dans ce cas, c'est un défaut anticorps sans déficit cellulaire. Donc, la prise en charge respiratoire au cours de ces déficits de l'immunité immorale, donc il y a les perfusions de vénoglobulines et l'antibiothérapie, elle peut être adaptée aux ECDC. Sinon, on peut proposer une prophylaxie par Bactrim à la dose de 25 mg par kilo et par jour. Et chez les enfants qui ont un DDB diffuse, on peut proposer l'azithromycine
à visée anti-inflammatoire, mais c'est discuté. Pour la vaccination, donc, il faut contre-indiquer les vaccins vivants, bien sûr, et on les conseille, tout ce qui est pneumocoque, hémophilus, grippe, mais l'efficacité, il est point d'interrogation. Les autres moyens sont bien sûr la kiné en cas de DDB, la prévention du tabagisme et la pratique d'une activité physique régulière. Un autre cas clinique. Est-ce qu'il y a des questions pour les déficits immoraux? Docteur Benhammer, pour les déficits humoraux, c'est systématique de donner l'immunoglobulines à la dose de 2 grammes kilo 2 jours dès le diagnostic? Voilà, إذا كان عندهم une hypogamma très sévère, initialement, نعطيهم pour augmenter leur taux de gamma globulines. Ou bah, tu surveilles en fonction, ou حتى le rythme de perfusion, tu peux l'adapter en fonction du taux d'IgG. Ok, merci. Il dit qu'à 500 mg par kilo et par jour toutes les 3 semaines, il dit que c'est presque ce qui est recommandé. Initialement, de façon rapprochée et que le واحد كيفاش يعمل. Mais احنا كاش نعملوا في السيرفيس, c'est ce qu'on fait dans notre service. Pour les déficits immunitaires combinés sévères et pour ces déficits de l'immunité immorale avec des taux très effondrés, donc initialement, on donne 1 gramme kilo 2 jours de suite ou toutes les 3 semaines. D'accord. Donc, je passe pardon, j'avais une autre question. Pourquoi dans la DDB, la prophylaxie à l'azithromycine? Il y a tout ce qui est pathologie pulmonaire chronique, dans plusieurs pathologies, l'azithromycine à visée anti-inflammatoire. À visée anti-inflammatoire, qui m'a fait une mucoviscidose, qui m'a fait le bronchiolite oblitérante, même dans les déficits immunitaires avec DDB, ça peut être proposé. Pour les enfants qui sont très symptomatiques, pour les enfants qui sont très symptomatiques, on peut l'essayer. D'accord, merci. Donc, une autre observation, c'est Mohamed qui est âgé de 3 mois, qui a été hospitalisé pour fièvre avec tuméfaction cervicale. Donc, il est issu d'une première grossesse menée à terme de parents cousins germains. Il est eutrophique à la naissance. La période néonatale, il n'y avait pas d'incident. Donc, l'examen à l'admission à l'âge de 3 mois trouve une fièvre à 38, un poids à 7,7 kg, une adénopathie cervicale droite de 2,5 cm avec des signes inflammatoires locaux et une adénopathie axillaire de 2 cm. Donc, sur le plan biologique, la numération, il n'y avait pas de lymphopénie. La CRP à 96. On a fait un scanner cervical qui a montré un abcès rétropharyngé. Donc, il a été traité par augmentin avec un traitement chirurgical, un drainage de l'abcès. Le prélèvement, ça revient à un Klebsiella pneumoniae. Et donc, l'évolution était favorable et l'enfant a été mis sortant. Donc, 3 mois qui fait un abcès rétropharyngé. Ici, on n'a pas complété d'autres explorations. On a traité et l'enfant a été mis sortant. Donc, il revient à l'âge de 11 mois. Donc, à l'âge de 11 mois, il revient pour des abcès cutanés, un abcès du pied, un abcès au niveau cervical et on refait la numération. Il n'y a pas de lymphopénie, la CRP à 150. On fait le dosage pondéral, il est normal en fonction de l'âge. Donc, en revoyant le taux d'IgG, d'IgA et d'IgM en fonction de l'âge, il n'y a pas une baisse des immunoglobulines. On fait la sérologie VIH et les négatifs. Et on complète le bilan immunitaire à Tunis qui était en faveur d'une granulomatose septique chronique. Donc, le test de réduction du neutre bleu de tétrazolium est à 9%, le test au NBT, en faveur d'une granulomatose septique chronique. Donc, un enfant qui fait des infections bactériennes, des abcès, et c'était une granulomatose septique chronique.
l'étude, donc le diagnostic a été même confirmé par la génétique, donc c'était la forme autosomique récessive. Et la conduite thérapeutique, donc pour ces enfants, la prise en charge, ça comporte une prophylaxie par le Bactri à 25 mg par kilo et par jour et le Sporanox. Pourquoi le Sporanox? L'aspergillose. L'aspergillose. Donc, ces enfants qui ont une granulomatose septique chronique font beaucoup d'aspergillose pulmonaire. Et à l'âge de 2 ans, l'enfant a été réhospitalisé pour tout persistante, dyspnée, fièvre, qui ne s'améliore pas sous antibiothérapie par amoxicilline acide clavinanique qui a été pris en charge en ambulatoire pendant 7 jours. Et voici la radio et on a fait même le scanner. Donc la radio, elle montre un foyer de pneumopathie apicale gauche qui se confirme au scanner. Donc qu'est-ce que vous proposez pour la prise en charge? Un enfant qui a une granulomatose septique chronique, qui fait une pneumopathie, quel germe évoqué et quelle antibiothérapie? Aspergillose. On évoque l'aspergillose, oui. Bon, madame, il faut les infections bactériennes. Déjà, cet enfant, il a commencé par le pneumocoque, oui. Hémophilus. Staph. Le staph. Donc, pour l'aspergillose, qu'est-ce que vous allez faire pour avancer? L'antigénémie aspergillaire. Oui, la sérologie, l'antigénémie aspergillaire. Et pour la prise en charge? Est-ce que vous faites systématiquement des fibros ou pas pour les enfants? La fibroscopie en contexte avec LBA pour les enfants qui ont un déficit immunitaire, Manetta. Idéalement, oui. Il faut faire une fibro avec un LBA. D'accord. Bon, il faut dire ici à Sfax, on n'a pas de fibroscopie bronchique pour les enfants. Donc, pour cet enfant de 2 ans, il fallait l'envoyer à Tunis pour faire la fibro avec LBA. Donc, nous, on l'a traité comme aspergillose pulmonaire qui son terrain, vu qu'il avait une sérologie et une antigénémie qui étaient positifs sur 2 prélèvements successifs. Et c'était une observation ancienne. Donc, il a été traité par l'amphotéricine B. Actuellement, le traitement de référence, c'est le voriconazole. Donc, il a été traité ou l'ampho-B liposomale. Mais ce qui est disponible, c'est l'ampho. Dans cette observation qui est ancienne, l'enfant a été traité par amphotéricine B pendant 6 semaines. Avec donc, il a été traité pendant 6 semaines, il a été mis sortant. Après 5 mois, récidive de la symptomatologie. La sérologie, elle est toujours positive, l'antigénémie, elle est toujours positive. Et lorsqu'on refait l'imagerie, le foyer il est persistant, il y a un envahissement osseux et pariétal. Donc, c'était une aspergillose pulmonaire avec un envahissement osseux et pariétal. Donc, il a été traité par le voriconazole pendant 6 semaines et l'évolution, au bout de 9 mois, il a été réhospitalisé pour tuméfaction pariétale gauche, strabisme convergent, une paralysie du 6 avec une limitation bilatérale de l'abduction. Et l'IRM cérébral a montré 3 processus expansifs tussulaires du 4e ventricule et des angles pontocérébelleux exerçant un effet de masse sur le tronc cérébral avec une hydrocéphalie triventriculaire sans signe d'engagement. Et l'évolution, elle était rapidement fatale. Donc, c'était une localisation cérébrale de son aspergillose pulmonaire. Donc, on va revoir après que pour cette observation, peut-être que la faute qu'il fallait prolonger le traitement antifongique. Parce que si on revoit actuellement les recommandations, ces enfants qui ont une granulomatose septique chronique,
la durée des traitements antifongiques, ça peut aller jusqu'à même 2 ans. Donc, c'est une infection chronique donc c'est une infection qui peut donner des extensions osseuses, des localisations cérébrales. Donc, il fallait pour cette observation poursuivre le traitement antifongique pour une longue période. En fait, quand on va évoquer un tableau d'infection respiratoire fongique, donc les déficits immunitaires combinés sévères, on peut avoir des infections fongiques. En dehors d'un contexte de déficit immunitaire combiné sévère, ces infections respiratoires fongiques peuvent avoir soit au cours d'une anomalie quantitative ou qualitative des polynucléaires neutrophiles, soit un déficit de la phagocytose. Donc, un déficit devant un tableau d'infection respiratoire fongique, un déficit portant sur les polynucléaires neutrophiles doit être recherché. Donc, il peut s'agir d'une neutropénie isolée. Généralement, ce sont les neutropénies sévères qui se compliquent d'aspergillose pulmonaire. Donc, il peut s'agir d'une aplasie chimio-induite de neutropénie congénitale sévère ou d'une pathologie fonctionnelle du polynucléaire neutrophile, notamment dans notre pays, c'est la granulomatose septique chronique qui est un déficit immunitaire fréquent. Donc, ce type d'infection doit être systématiquement évoqué devant une fièvre prolongée chez un enfant anaplasie sous antibiothérapie à large spectre. Et le diagnostic dans ce cas, il repose sur un faisceau d'arguments. L'importance est la durée de la neutropénie, le syndrome inflammatoire, le tableau radiologique, donc on va voir le signe de halo et l'aspect en croissant, et c'est la détection d'antigènes. Donc on fait 2 prélèvements, l'antigénémie dans le sérum et dans le LBA, et donc le traitement dans ce contexte, c'est le voriconazole. Donc, les aspects typiques qu'on peut les voir, c'est les enfants ayant une aspergillose pulmonaire avec une neutropénie, mais il faut savoir que ces aspects, ce n'est pas l'aspect qui est décrit au cours de la granulomatose septique chronique. Ces aspects sont rarement observés chez les enfants qui ont une granulomatose septique chronique. Donc, il y a le signe du halo avec une hyperdensité en verre dépoli, entourant un nodule ou une masse. Il y a le signe du croissant. Donc, il me reste, je pense, 2 observations pour élucider les différents types de déficit immunitaire. C'est une observation d'un enfant qui est âgé de 11 ans, qui a été hospitalisé pour une pneumopathie hypoxémiante sévère. Donc, cet enfant, il a fait un abcès pulmonaire à l'âge de 5 ans, donc pour laquelle il a été hospitalisé à l'hôpital régional de Gebs. Et son frère, qui est âgé de 4 ans, il a été hospitalisé une semaine avant en réanimation pour un tableau similaire avec une évolution rapidement fatale. Donc, c'était un tableau de SDRA et sur les différents prélèvements qui ont été faits en réanimation, il n'y avait qu'un rhinovirus. Donc, 2 frères qui sont hospitalisés en même temps en réanimation pour un tableau de pneumopathie hypoxémiante sévère. Donc, pour le frère, il est décédé et pour Bassem, donc il nous a été transféré après un séjour pendant 2 semaines en réanimation avec recours à la ventilation mécanique. Donc, voici sa radio et son scanner. Qu'est-ce que vous pensez? On dirait un aspect de miliaire. Miliaire. Donc, sur le plan clinique, c'était un enfant qui est polypnéique, qui était oxygénodépendant, qui avait des signes de rétraction importants, une fièvre persistante avec un syndrome inflammatoire biologique marqué. Il était sous antibiothérapie à large spectre, mais l'enfant, il était toujours fébrile. L'enquête bactériologique, l'hémoc, le CBC, l'hémoculture sur milieu de Saburo, tout était négatif. Donc, on a évoqué la tuberculose, oui, miliaire, mais c'est plutôt alvéolo-interstitiel sur son scanner. C'est plutôt à divers dépoli du fût. Et pour la miliaire tuberculose, c'est plutôt de petits grains. Et voilà, des micronodules qui sont distribués de façon homogène et tout.
Mais ici, comme vous avez dit, c'est plutôt un syndrome alvéolo interstitiel. Voilà, merci. Pneumo, merci pour la clarification. Voilà, c'est des petits grains de mie, vraiment, distribués de façon homogène sur la radio ainsi que sur la TDM thoracique. Voilà, merci et désolé pour l'intervention. Voilà. Donc, pour le bilan, on avait juste une sérologie aspergillaire qui était positive, avec une antigénémie qui était négative. Et devant ce tableau de pneumopathie sévère, on a fait un bilan immunitaire et c'était aussi une granulomatose septique chronique. Et donc, c'était une forme particulière de pneumopathie aspergillaire. Donc, cette observation, on l'a publiée. C'est ce qu'on appelle une pneumonie de la paille. Donc, c'est une pneumonie de la paille. C'est une pneumonie aspergillaire sévère dont la mortalité elle est importante. Elle est décrite chez les enfants qui ont une granulomatose septique chronique au décours d'une exposition récente à des végétaux, notamment la paille. Donc, la paille, tout ce qui est aspergillus. Et cette présentation pourrait s'expliquer par de multiples mécanismes associés avec une augmentation de la réponse inflammatoire. Et sa prise en charge, donc cette pneumopathie aspergillaire sévère, ça associe aussi bien un traitement antifongique, mais aussi une corticothérapie. Et la durée du traitement antifongique doit être prolongée et le pronostic est sombre et la mortalité elle est élevée. Mais heureusement pour notre patient, pour Bassem, l'évolution elle était favorable. Donc pour la prise en charge thérapeutique, on a associé le voriconazole. Donc il a été gardé pendant 2 ans sous voriconazole avec une corticothérapie pendant 3 mois. Et l'évolution elle est favorable, donc on l'a suivi de façon régulière sur le plan pulmonaire. Donc initialement, il avait une hypoxémie d'effort sur le test de marche. Le scanner aussi, on a contrôlé le scanner et l'évolution elle est favorable. Et actuellement, on le garde sous voriconazole et Bactrim. Et en septembre 2018, la mère vous informe qu'il est enceinte. Qu'est-ce que vous proposez? Il faut tout d'abord contre-indiquer le vaccin par le BCG. Oui. Donner au bébé le traitement préventif par le Bactrim et le conazole et faire un bilan immunitaire le plus tôt possible. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas vacciner contre le BCG et faire le bilan immunitaire. Donc, si on parle un peu de cette granulomatose septique chronique, c'est quoi? C'est un déficit de la phagocytose. Donc, c'est une anomalie de la NDPH oxydase. Donc, ce qui va aboutir à une incapacité à réduire l'oxygène afin de produire des anions superoxydes et des dérivés oxygénés. Donc, ces cellules phagocytaires ne peuvent plus alors inactiver les micro-organismes qu'elles ont préalablement phagocytés. Et il y a différentes mutations, donc il y a des formes qui sont liées à l'X et il y a des formes qui sont autosomiques récessives. Et probablement pour notre patient, c'est une forme qui est récessive liée à l'X puisqu'il y a l'atteinte de 2 garçons. Donc pour ces granulomatoses septiques chroniques, il y a une susceptibilité aux infections bactériennes Catalase plus, notamment le staph, le salmonelle, mais aussi le burkholderia et fongique, notamment l'aspergillus. Et il y a aussi la possibilité de formation de granulomes inflammatoires dans différents organes, notamment le tube digestif. Donc, ça peut ressembler à une maladie de Crohn. Et ces granulomes inflammatoires peuvent nécessiter une corticothérapie qui peut majorer le risque infectieux. Donc, l'infection pulmonaire, ça se voit dans 80% des enfants qui ont une granulomatose septique chronique. La caractéristique, c'est qu'elle est pauvre sur le plan clinique, avec une évolution torpide, avec une discordance radioclinique. Les agents infectieux, ça peut être l'Aspergillus fumigatus ou l'Aspergillus nudulans, qui a un pouvoir invasif plus important, qui est largement dominant, 60% des infections. Et contrairement à l'aspergillose invasive qui est observée chez les enfants neutropéniques, l'aspergillose invasive qui se voit au cours de la granulomatose septique chronique n'est habituellement pas associée à une angio-invasion, mais plutôt à des granulomes bien circonscrits. Donc,
la TDM thoracique, on peut avoir des pneumopathies, des abcès, des images réticulo-nodulaires et il y a la possibilité d'extension de l'infection à la plèvre, à la paroi thoracique. Et pour tout ce qui est antigénémie, l'antigénémie, elle manque de sensibilité chez ces enfants. Donc, ma femme est l'angio-invasion. Donc, l'antigénémie, elle peut être négative chez les enfants qui ont une granulomatose septique chronique, malgré qu'ils ont une aspergillose pulmonaire. Je finis donc par cette observation. C'est aussi une granulomatose septique chronique, mais qui a fait d'autres manifestations pulmonaires. Donc, c'est un enfant c'est un adolescent ou un grand enfant qui est âgé de 17 ans, qui a une granulomatose septique chronique et qui a une dyspnée d'effort. Donc, il a déjà des antécédents familiaux de granulomatose septique chronique, de décès au bas âge. Depuis l'âge de 1 an, il présente des bronchopnéopathies récidivantes et le diagnostic de granulomatose septique chronique a été porté à l'âge de 3 ans. Donc, il a été mis sous Bactrim et Sporanox. Et à l'âge de 12 ans, il a été hospitalisé pour pneumopathie et avec donc sur le plan radiologique une atteinte bronchiolaire constructive diffuse sans signe spécifique d'atteinte aspergulaire. Donc à cet âge, il a été traité comme pneumopathie aspergulaire par voriconazole avec poursuite du traitement par Bactrim. Donc voici ces images radiologiques. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des images de DDB diffus. DDB. Oh, je vois pas. Non, pas de DDB. Plutôt des images en verre dépoli et mosaïque, perfusion en mosaïque, c'est ça? Très bien. Donc, il y a la perfusion en mosaïque. Il y a la perfusion en mosaïque qui évoque la bronchiolite constrictive. Il y a aussi des images nodulaires et la distension pulmonaire qui est très importante. Donc, la question, est-ce que c'est toujours son aspergillose pulmonaire qui est là, qui n'a pas été bien traité? Donc, l'examen clinique trouve un retard staturo-pondéral. Sur le plan pulmonaire, il était eupnéique, il avait une saturation qui est correcte, il n'avait pas d'hypocratine digitale, il avait la sérologie qui est positive. Et pour le test de marche de 6 minutes, il désature à l'effort avec baisse de la saturation de 6%, avec une distance parcourue qui est inférieure à la limite inférieure de la normale. Donc, vous voyez sur cette radio, il est très distendu, des poumons qui sont hyper clairs. Et les EFR, c'est une atteinte fixe. Donc, c'est un syndrome obstructif sans réponse au bêta-2. Donc, il avait une obstruction fixée. Et lorsqu'on refait la radiographie, le scanner, il y a la perfusion en mosaïque. Donc, vous la voyez ici sur cette coupe. Donc, on trouve des zones qui sont hyper claires, des zones qui sont hypodenses, mais aussi il y a le verre dépoli et il y a les micronodules diffus ou de champ pulmonaire. Donc, chez cet enfant, la question qui se pose, est-ce que c'est infectieux ou pas? Donc, chez cet enfant, on a fait le lavage bronchopulmonaire. Tout était négatif, la bactério, la recherche d'aspergillus, la recherche de mycobactéries. Donc, au total, c'est un enfant qui a une pathologie respiratoire sévère, principalement sur l'axe obstruction bronchique, importante perfusion en mosaïque avec nombreux micronodules qui semblent s'accentuer sur les différents scanners. L'atteinte infectieuse n'a pas pu être confirmée, donc malgré le LBA, la recherche d'aspergillus sur le LBA. Est-ce que c'est une atteinte inflammatoire? Cette atteinte inflammatoire, est-ce qu'elle est décrite au cours des déficits immunitaires? Et dans ce cas, le traitement, ça va reposer sur une corticothérapie, peut-être l'azithromycine à dose anti-inflammatoire. En fait, si on revoit la littérature, on trouve que ces atteintes inflammatoires au cours de déficits immunitaires sont décrites. Donc, l'existence d'un déficit immunitaire
expose l'enfant au développement de réponses immunes inappropriées qui peuvent être délétères pour le poumon. Et la sémiologie respiratoire de ces atteintes n'a rien de spécifique et de diagnostic différentiel avec un agent infectieux n'est pas toujours aisé. Donc, il peut s'agir de pneumopathie interstitielle lymphoïde, de bronchiolite oblitérante comme notre patient, de protéinose alvéolaire, de pneumopathie à eosinophile. Donc, il faut savoir les évoquer, ces atteintes, lorsqu'on ne trouve pas d'agent infectieux et lorsqu'on a ce type d'atteinte à l'imagerie. Donc, ce patient, c'est probablement une atteinte inflammatoire dans le cadre de son déficit immunitaire. Donc, leur identification est fondée sur l'analyse histologique du tissu pulmonaire, la cellularité du LBA en l'absence de germes identifiés et l'identification de certains micro-organismes dans les lésions ne signale pas nécessairement une causalité pathogène et un micro-organisme peut initier une réponse immune qui persistera après la disparition du germe. Et donc, l'afflux de cellules immunocompétentes in situ autour de germes peu réplicatifs peut générer une symptomatologie parfois sévère. Donc, pour conclure ce chapitre d'atteinte respiratoire au cours de déficit immunitaire, donc il faut bien connaître les situations de pneumopathie où le déficit immunitaire doit être recherché. La prise en charge de l'infection, mais également de déficit immunitaire, est souvent une urgence et permet d'éviter l'apparition de complications pulmonaires comme les DDB qui sont parfois irréversibles. Et donc la prise en charge préventive, le dépistage et l'amélioration des traitements des infections opportunistes au cours des déficits immunitaires ont permis d'améliorer le pronostic. Et je vous remercie.